Bonjour. Pardonnez le fait que je vais m'exprimer en anglais. C'était un réel plaisir pour moi d'être ici. J'aimerais remercier les organisateurs, j'aimerais remercier et saluer l'hospitalité de la ville de Toulouse. Et j'aimerais vous parler d'un changement des mentalités. Nous sommes à un point crucial dans l'histoire de nos villes. Et à un moment de changement, il est d'autant plus important de de se débarrasser des cloisonnements. Il faut vraiment décloisonner. Et comme cela a été dit par un nombre d'intervenants, il faut vraiment générer des efforts collaboratifs. Et quand on pense à un écosystème, on pense souvent à une forêt avec des couches, plusieurs couches d'arbres, de buissons, des organismes, différents organismes et des animaux. Mais quand on pense aux villes, on pense certainement à des routes, des rues, du bruit, de la pollution, des constructions. Mais je pense qu'il y a quelque chose de très similaire dans ces deux mondes. Aujourd'hui, bien sûr, nous essayons de ramener beaucoup plus de nature dans les villes, mais ce n'est seulement qu'une seule partie. C'est également un changement des états d'esprit, l'idée de comprendre que nous faisons partie de cet écosystème. Nous ne sommes pas là pour dominer la nature, mais plutôt pour travailler avec elle. Et il faut vraiment comprendre cela d'une manière holistique. Et bien sûr, les villes sont complexes. Ce sont des territoires interdisciplinaires avec beaucoup de parties prenantes, beaucoup de professions, beaucoup de professionnels, des architectes, des urbanistes, des politiciens, des analystes de données, des sociologues, pardon. Mais chacun examine la ville à partir de sa formation. Et ici, à cet événement zéro carbone, on s'intéresse à la durabilité pour l'avenir. Et j'aimerais peut-être relier les points. L'idée que c'est ce que les architectes font si bien. Alors, les villes sont souvent considérées par analogie. Les villes sont comme une machine ou comme un corps humain. Mais pour moi, est-ce que ça va marcher? Est-ce que vous pouvez passer à la diapo suivante, s'il vous plaît? Pour moi, je pense que la ville est plutôt comme un vêtement duquel vous tireriez un fil et qui va devenir quelque chose comme ceci. Mais là, c'est vraiment la ville, c'est un petit peu chaotique, mais c'est vraiment la ville pour moi d'aujourd'hui. Donc, quelle est la différence maintenant? Alors, il y a une urbanisation rapide, le changement climatique, les migrations, des changements radicaux dans les technologies, et cela se traduit souvent par des inégalités. Nous connaissons également les problèmes des villes. Vous connaissez les chiffres déjà. Comment les changements climatiques impactent nos villes, comment la contamination va parfois accroître encore les risques que peuvent subir une ville. Mais laissez-moi vous poser une question. Que se passerait-il si nous n'avions que des voitures électriques dans nos villes? Bien sûr, je suis universitaire, donc je ne vais pas vous donner une réponse, mais je vais vous demander de réfléchir. Alors, si vous tirez ce fil, où est-ce que cela va vous mener? Alors, bien sûr,
Si tout le monde avait une voiture électrique, il nous faudrait davantage de terminaux, de bornes. Mais est-ce qu'on parlerait simplement de bornes? À quoi ressembleraient-elles? Qui les utiliserait? Où est-ce qu'on pourrait les situer? Et si les villes étaient si calmes, si tranquilles, et les piétons, y aurait-il davantage d'accidents? Eh bien, et si c'est le cas, comment est-ce que nous pourrons faire savoir aux piétons qu'il y a des dangers? Comment est-ce que nous nous y prenons? Et si les villes ont moins de contamination, alors s'il y a moins de pollution, alors on peut ouvrir les fenêtres. Et si on peut ouvrir les fenêtres, qu'est-ce que cela va vouloir dire pour les architectes? Cela peut modifier la manière dont les immeubles seront conçus, les bâtiments seront conçus. Et les gens qui sont à l'intérieur, maintenant que nous passons 80% de notre temps à l'intérieur des bâtiments, si on peut ouvrir les fenêtres, alors nous nous sentirons mieux, nous aurons peut-être moins de climatisation, nous nous sentirions peut-être plus autonomisés face à nos environnements. Donc, en ce sens, je pense que vous savez déjà là où je vous mène. Alors, si l'on commence à proposer des choses, il va falloir relier les points. Le maire de Pontevedra m'a dit « Les solutions techniques sans volonté politique ne fonctionnent pas. Mais les solutions politiques sans bons partenaires techniques ne marchent pas non plus. » Donc, si je peux peut-être vous montrer deux projets qui, selon moi, font le premier pas vers une approche écosystémique, une manière de comprendre la ville. Alors, le premier projet, c'est donc celui de la rivière de Madrid. Cette rivière a toujours existé à Madrid. C'était simplement une ressource qui avait été négligée. Et en 2003, le conseil municipal de Madrid a décidé de construire 10 kilomètres de périphérique autour de la ville. Ils ont décidé de le déplacer en sous-sol. Et ce faisant, ils ont dû s'occuper de la durabilité, beaucoup des considérations environnementales. Et bien sûr, il fallait un nouveau système d'égout, de l'électricité également, s'intéresser aux eaux pluviales. Il fallait que la zone entière devienne plus résiliente. Mais une très belle chose qui s'est produite, c'est qu'ils ont permis à la rivière de reprendre un lien et de servir de jonction entre le nord et le sud de la ville. Il y a eu donc un concours auquel ont répondu différentes équipes nationales et internationales, et il y a désormais 12 nouvelles passerelles, différentes installations sportives, des installations culturelles également, une plage urbaine et la restauration de l'héritage hydraulique de la ville de Madrid. Et également, un deuxième projet que j'aimerais partager avec vous, c'est l'Amager Back. C'est donc une friche. Il y a là eu également un appel à projet qui a été divisé par différentes entreprises, et c'était un modèle pour combiner la chaleur et la puissance électrique à l'extérieur de la ville de Copenhague. C'est l'une des plus grandes usines électriques du nord de l'Europe, et
Elle a impacté 700 000 habitants de la ville de Copenhague. Et l'idée n'était pas simplement de passer des déchets à l'énergie. Il y avait donc cette génération d'énergie pour ces foyers, mais ils ont également décidé de faire d'autres choses et de manière simultanée, d'élargir, de tirer encore davantage ce fil. Il y a donc des salles éducatives, il y a un laboratoire de recherche à l'intérieur de cette usine et il y a également des installations sportives. Vous voyez qu'il y a une piste de ski également sur le toit. Il y a également un mur d'escalade. Et donc, c'est le plus grand mur d'escalade de tout le Danemark. Et donc, voilà également un exemple que vous voyez qu'un bâtiment n'est pas une ressource unique, mais qu'il peut être vraiment transversal et inclure de nombreux projets. Merci infiniment pour votre écoute. Merci Martha, merci beaucoup.